Bonjour Alexandre, Bonjour Lucille. tu vas bien? Ouais, et toi? Oui, super. Merci d'être là aujourd'hui. J'étais encore en train de feuilleter ton livre avant de qu'on commence, qui est juste là. On va en parler aujourd'hui. On va parler de plein de choses. J'ai préparé des questions, mais en premier, je vais te laisser te présenter, même si, bon, la majorité, je pense, te connaissent, mais je vais te laisser te présenter. Donc, je m'appelle Alexandre. Je suis l'auteur du blog Papa Plume et je suis surtout présent sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. J'ai sorti un livre, en effet, en début de l'année dernière qui s'appelle Je ne m'attendais pas à ça chez Larousse. Et, euh, et voilà. Et du coup, depuis l'année, donc ici, je suis quand même papa de deux enfants, Ambre qui a 3 ans et Swan donc, qui a 7 mois. Et voilà. Et du coup, moi, j'ai lancé Papa Plume peu après la naissance d'Ambre. Donc, ça doit faire il y a à peu près 2 ans et demi, je dirais, pour raconter mes aventures de papa. D'une part, parce que moi, j'adore écrire et que j'avais besoin de poser un peu par écrit tout ce que je ressentais, tout ce que je ressentais à ce moment-là qui était hyper fort. Et puis aussi en me disant, enfin, je trouvais qu'il y avait pas beaucoup de choses qui existaient sur les papas. Il n'y avait pas beaucoup de papas qui prenaient la parole quand moi, j'avais cherché de mon côté. Et du coup, je me suis dit à l'époque que ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue d'un papa pour les autres papas qui, comme moi, auraient fait des recherches, et même pour les mamans, pour savoir un peu ce qui se passe dans la tête d'un papa, quoi. Parce que Mm. nous, les hommes, on a quand même tendance à pas trop se confier d'une manière générale. Et d'ailleurs, moi, à l'oral, je le fais pas, hein. Je tendance à garder les choses pour moi. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais envie de poser tout ça par écrit, quoi. Super. Alors, ma première question, c'est pourquoi, d'après toi, la société et là où on vit fait que on ne s'attend pas à ça quand on devient parent. Parce que, Globalement, tu veux dire pas juste pour les pères, pour les ouais, parents, quoi. globalement, et puis bah, après, on pourra faire un focus sur les papas, mais globalement, je pense qu'une maman aurait pu aussi avoir ce titre-là d'un bouquin. Mm. Je sais, alors, il y a plusieurs choses. Il y a les choses liées à la société d'aujourd'hui, et puis il y a les choses universelles et de tout temps qui fait que, en fait, tu as beau te préparer à devenir parent, tu as beau lire tous les livres que tu veux, et aujourd'hui, en plus, il y a beaucoup de sources d'informations qui sont disponibles, donc tu as beau te documenter, tu as beau lire, écouter des podcasts et te sentir prêt, en fait, le jour où bébé arrive, tu t'es jamais prêt, quoi, vraiment. Mm. Parce que ce que je dis dans le livre, c'est que c'est un tsunami et que c'est un tsunami qui emporte tout et que moi, je m'étais vraiment préparé à fond. Enfin, c'est-à-dire, j'ai fait les cours à la maternité, on a fait l'aptonomie, j'avais lu un ou deux bouquins que ma reine m'avait offert, des guides de comment devenir papa, enfin, bon, des trucs comme ça. Et pour autant, en fait, quand tu l'as dans les bras, tout est renversé, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'ai appelé ce livre comme ça, c'est parce que même quand tu te sens prêt ou que tu as l'impression d'être prêt, tu t'attends pas à ce flot d'amour, tu t'attends pas à cette fatigue vertigineuse, tu vois, qui t'emporte quand tu passes 15 mois sans vraiment dormir. Tu t'attends pas à... tu t'attends pas à tout ça, en fait. Ou alors tu le pressens, quand tu sais que ça va t'arriver, mais le réel est plus fort, quoi. Mm. Et ensuite, par rapport à... en fait, être parent aujourd'hui, globalement, je trouve que c'est... enfin, je pense que ça n'a jamais été simple. Mais aujourd'hui, il y a des choses, enfin, voilà, il y a des choses qui font que c'est encore moins simple, je trouve. C'est que déjà, il y a des injonctions très fortes qui pèsent sur les parents, euh, notamment liées aux neurosciences. Alors moi, j'adore, je suis passionné de neurosciences, hein, donc j'adore, je lis Catherine Guéguin, enfin voilà, donc tout ça, ça me passionne beaucoup. Mais du coup, on a une exigence envers nous-mêmes qui est énorme, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand on comprend que le cerveau d'un enfant de 2 3 ans est complètement immature au niveau du cortex préfrontal, enfin, voilà, il fait pas de caprice, c'est juste qu'il n'arrive pas à maîtriser ses émotions, tout tu vois, le concept d'éducation bienveillante, d'éducation positive, c'est-à-dire ne pas crier, accompagner l'enfant dans ses émotions, l'aider à poser des mots sur ce qu'il ressent, tout ça, c'est génial, mais c'est hyper exigeant, quoi. C'est sûr que c'est plus simple de crier et dire, ah, ça suffit, va dans ta chambre. Alors, Mm. évidemment, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais ce que je veux dire, c'est que l'éducation bienveillante, quand on prend en compte tout ce qu'on sait aujourd'hui avec la science, donc la plasticité cérébrale, l'immaturité du cerveau, les liens d'attachement, enfin tout ce genre de choses, eh ben c'est dur, quoi, je trouve. C'est dur de l'appliquer au quotidien. Ensuite, il y a tout un tas d'injonctions supplémentaires qui viennent s'ajouter, donc pas d'écran avant 3 ans,
Euh, Moi, je le sais à travers Instagram et Facebook, c'est que dès que je poste une photo, un truc vraiment très bête, je sais pas, je vais prendre, tu vois, je vais montrer tu vois, on va avoir un paquet de couches sur ma photo. On va me dire, ah, bah attends, tu n'utilises pas des couches, tu utilises des couches jetables, c'est pas bien. Enfin, tu vois, voilà. Je montre une photo de moi avec soit n'importe bébé. Oh là, qu'est-ce que tu fais? T'as pas vu, il est pas bien mis, c'est pas bon, il va s'étouffer, machin. Enfin, donc, du coup, il y a plein comme ça d'injonctions qui pèsent. Mais voilà, qui font que c'est. Après, c'est aussi le fait que je sois très exposé. Je sais qu'en m'exposant, voilà, je m'expose à ça. Mais pour un parent de tous les jours voilà, qui est pas suivi par 100 000 personnes sur les réseaux sociaux, enfin, c'est très dur aussi, quoi. Pour les pères comme pour les mères. Et avec des injonctions différentes qui pèsent sur chacun d'eux. Mais par exemple, une mère, j'ai écrit un truc là-dessus hier. Euh, Par exemple, une mère qui a un poste assez important d'entreprise. Si elle part trop tard du travail, donc elle n'arrive pas à s'occuper de ses enfants le soir, par exemple, on va dire, ah bah, t'es une mauvaise mère. Si elle part trop tôt, on va dire, ouais, bah, en fait, c'est que t'as pas vraiment envie de réussir. Euh, Mm. un père, lui, ça va être un Oui, peu. oui, le juste milieu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et un père, lui, ça va être. Bah, enfin, moi, je suis en train de préparer une formation sur la paternité, là, et du coup, j'ai pas mal étudié l'histoire de la paternité, et puis globalement l'histoire du patriarcat et tout ça. Et en fait, il y a des siècles, voire des millénaires ouais, de sociétés patriarcales qui pèsent sur nous. Et du coup, c'est hyper dur d'aller contre ça. Depuis qu'on est tout petit, on nous répète, ah, t'es un homme, enfin, t'es un garçon, tu vas pas pleurer. Euh, je veux dire, les poupées Corol, c'est censé être offert aux petites filles et puis pas aux petits garçons. Les petits garçons, ça va plus être les petites voitures. Donc en fait, quand on se retrouve avec et même dans la sphère professionnelle, enfin, on parle pas de paternité, on n'attend pas d'un jeune cadre qu'il parte à 17h30 ou 18h pour lâcher son enfant à l'école. Donc il y a une exigence de virilité qui existe, qui est encore hyper forte. Et du coup, bah, quand on devient père, on est confronté à toute cette histoire un peu de l'humanité, plus sa propre histoire pour peu que quand on était petit, on nous ait dit ce genre de choses, plus les regards, plus les remarques à de mon temps, plus le père, c'est la figure d'autorité, c'est pas la figure d'amour. Donc voilà, donc chacun, le père comme la mère, sont exposés à tout un tas d'injonctions et du coup, c'est pas simple d'être parent aujourd'hui, quoi. Mm. Ouais, pour rebondir, tu l'as un peu dit, mais c'est pas simple pour tout ce que tu as dit. Et puis il y a aussi notre histoire, quoi. Selon si on a plus ou moins été accompagné, plus ou moins été materné, plus ou moins été maltraité potentiellement, parce Exactement. qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui en ont pris quelques-unes. Bah, le curseur de jeu devient bienveillant et c'est un vrai travail sur soi. Et il faut aussi être indulgent dans. C'est pas simple d'être bienveillant et Pas d'accueillir toutes simple. Et les puis en émotions fait, qu'on a. dès qu'on a un enfant, ça fait remonter sa propre enfance, quoi. On se rappelle de choses de manière consciente ou inconsciente. Et moi, c'est vrai que parfois j'écris sur les violences éducatives ordinaires, parce qu'évidemment, je suis complètement contre tout ça, mais en même temps, j'ai tellement de parents qui m'écrivent, ouais, mais en fait, moi, j'ai été éduqué comme ça et je sais pas comment faire autrement, quoi. Et du coup, alors moi, je les oriente. Je dis, bah, essayez de lire des choses. Ouais, Catherine Guéguin, par exemple, sur les neurosciences, ça aide beaucoup à comprendre pourquoi est-ce que un enfant qui subit des violences, voilà, enfin, bon, on connaît toutes les conséquences que ça a sur lui. Donc, mais bon, c'est difficile, quoi, c'est sûr. Mm. Et ça fait lien avec la deuxième question concernant le rôle du papa. Euh, et justement, toi, tu parles pas mal de ton papa dans le livre, et notamment qu'il est venu vous chercher pour la naissance de Ambre pour vous amener à l'hôpital. Mm. Et est-ce que, est-ce que le fait que tu sois un papa engagé, impliqué et entre guillemets que tu fasses ta part, que certains ne font pas, hein, mais en tout cas, toi, tu l'as fait. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'on a, mais je pense que c'est assez réel. Est-ce que ton père était dans cette même démarche ou est-ce que tu es venu apporter quelque chose de nouveau? Et quel est son regard à lui, tu vois, d'avoir fait cet homme que tu es aujourd'hui, qui est engagé auprès de sa femme, et peut-être que lui ne l'était pas autant, bah, parce qu'on n'avait pas connaissance de tout ça. Voilà, quel Ouais. est le lien avec... Bah, c'est drôle parce que j'en avais jamais discuté avec lui. En fait, à la fête des pères l'année dernière, il y a le Parisien qui a voulu faire un article sur nous, le regard croisé père et fils. Donc, du coup, ça nous a même amené à discuter de trucs dont on n'avait jamais discuté avant.
Et il y a deux choses. Il y a un, moi j'ai été élevé dans la bienveillance la plus totale. J'ai jamais subi la moindre violence. Voilà, donc je pense que ça, c'est mon socle. Ouais. C'est mes fondations voilà, d'avoir été élevé dans une totale bienveillance, dans l'amour. Voilà. Ça, c'est un peu mon port d'attache, quoi, et qui me permet après, moi, de mener mes combats. Mon père, mes parents, c'était une structure plutôt classique, quoi. C'est-à-dire que mon père, il est entré assez bas dans son entreprise et il a grimpé tous les échelons pour arriver à la direction de la com d'une grosse entreprise française. Et en fait, lui, il voyait ça comme une opportunité, non pas forcément pour lui, mais pour nous. C'est-à-dire il voulait réussir pour nous offrir bah, les meilleures chances possibles, quoi. Et pour pas qu'on galère comme lui avait pu galérer au départ, parce qu'il venait d'un milieu un peu plus modeste, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, il m'a encouragé à faire une prépa, une école de commerce. En gros, je suis entré à un poste que lui a mis, je sais pas, 15-20 ans à atteindre, quoi. Donc voilà, et à côté de ça, ma maman, elle, qui au contraire refusait toutes les promotions, tous les trucs, parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était finir à 17h et puis garder ses mercredis pour s'occuper de nous. Et puis même dans la répartition après des tâches, tu vois, j'ai jamais vu mon père faire le ménage, quoi. Alors que ici, c'est moi qui fais le ménage, tu vois. Et en même temps, il m'a toujours dit il a adoré s'occuper de nous quand on était petits. Enfin, moi, j'ai des souvenirs. Tous les week-ends, il est passé avec nous, il nous lisait des histoires, il nous emmenait à droite et à gauche. Dès qu'il allait en voyage, parce qu'avec sa carrière, il voyageait beaucoup, il nous ramenait toujours des petits souvenirs. Dès qu'il était là ou qu'il pouvait, il me couchait le soir, il me racontait des histoires. Donc, il a toujours été très prévenant, il a toujours adoré s'occuper de nous. Mais dans la répartition, on va dire, des tâches, avec Monsieur Gagnepin, on va dire, et Madame qui s'occupe plus des enfants et du foyer, on était dans un schéma plutôt classique. Là, on n'était pas classique, c'était dans l'approche bienveillante, alors que dans les années fin 80 et 90, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont subi des violences, soit physiques, soit verbales, soit des menaces, des trucs, et moi, j'ai aucun souvenir, vraiment zéro souvenir de ça, quoi. Donc tu vois, ce que je fais aujourd'hui, c'est un mix de tout ça. C'est à la fois, comme j'ai reçu que de l'amour et de la bienveillance, j'ai envie de le... Je sais pas, c'est en moi, donc en fait, j'ai envie de faire la même chose pour mes enfants. Et en même temps, je m'inspire pas vraiment de mes parents dans le côté, tu vois, révolution, les hommes, mettez-vous à récurer les chiottes et à changer les couches. Bien que mon père changeait les couches, mais tu vois, Ouais. voilà, tout ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est pas forcément grâce à ce modèle. Tu vois, j'avais écouté un podcast, par exemple, je sais plus comment s'appelait la personne, mais où elle avait une démarche très féministe et sa mère était elle-même féministe. Donc elle disait, en gros, moi, j'ai récupéré un peu l'héritage de ma mère. Moi, j'ai récupéré l'héritage d'amour et de bienveillance, mais pas l'héritage répartition des tâches, 50-50. Voilà, les femmes veulent réussir en entreprise. Il faut qu'on leur offre la possibilité aussi, nous, hommes, en nous investissant plus à la maison. Donc tout ça, je pense que ça vient aussi du fait que j'ai une femme, Marianne, qui, pour le coup, enfin, elle, par exemple, moi, je suis pas du tout bricoleur. Elle est méga bricoleuse. On a fait la même école de commerce. Elle a un poste à responsabilité. Donc, de toute façon, en fait, enfin, je me rends bien compte au jour le jour que ce serait parfaitement injuste que je lui demande de plus porter cette charge, entre guillemets, des enfants que moi, puisque finalement, il n'y a aucune raison. Enfin, on a des boulots qui nous prennent le même temps. On a à peu près le même salaire. Donc, pourquoi est-ce que ça pèserait sur elle, plus sur elle que sur moi, quoi? Mm. Et puis, je veux dire, toutes les tâches a priori destinées aux hommes, donc bricolage, tous les trucs comme ça, c'est plutôt elle qui s'en occupe et moi, plutôt le ménage, un truc comme ça. Donc, tu vois, même dans la répartition naturelle de nos tâches, on n'est pas du tout un couple classique, entre guillemets, quoi. Mm. Oui, je vois. Et ton père, il porte quoi comme regard sur ce Non, truc? il est hyper fier, il est hyper content, il m'encourage à fond. De toute façon, il est gaga avec ses petits-enfants. Et, euh, et voilà, il a fait de son mieux. Mes deux parents ont fait de leur mieux. Aujourd'hui, ils sont gaga avec leurs petits-enfants. Et je crois il est fier de ce que je fais. En même temps, je pense qu'il est fier lui aussi, tu vois, de m'avoir amené jusque-là. Parce que tout ça, papa plume, tu vois, je le fais en plus de mon boulot. Et j'ai un boulot quand même à responsabilité que j'ai eu aussi grâce à eux, tu vois, grâce à leur sacrifice, fait de m'avoir poussé, de m'avoir mis dans des bonnes écoles, tout ça, quoi. Mm. Voilà. Ok, merci. Euh,
Autre question. On a choisi, toi et moi, hein, d'accompagner nos enfants sur un modèle, on disait bienveillant, positif, de maternage assez proximal, de paternage proximal. Et tu en as un petit peu parlé, mais ça pèse très lourd sur nos épaules. Et en plus, on a un regard souvent de la société et parfois même de la famille. Bon, c'est pas ton cas, mais Mm. ça peut être celui de... Bah, c'est le mien, par exemple. Et Mm. puis, ça peut être le cas d'autres personnes qui nous regardent, de se dire que c'est quoi ce choix, c'est quoi cette colère, et il vient de te taper, mais tu lui fais un câlin. Mm. Et en mode, mais vous faites n'importe quoi, vous allez en faire des tyrans. C'est un Mm. peu ce qu'on entend classiquement. Comment toi, en tant que papa, donc on t'a pas à faire face à ta famille apparemment, Mm. mais tes amis, voilà, la famille élargie, comment, Mm. enfin, quel conseil tu peux donner? Parce que c'est vrai que c'est assez dur quand on est parent. Déjà, c'est compliqué, on est fatigué, on doute tout le temps, et en Mm. plus, quand même, on a l'impression de faire les bons choix, bah, on s'en prend quand même plein la gueule, en Mm. mode, vous faites pas les bons choix, quoi. Ouais. Bah, déjà, c'est d'être un peu convaincu soi-même qu'on fait les bons choix, que les deux parents soient sur la même longueur d'onde, parce qu'évidemment, si on n'est pas d'accord entre nous, ça va quand même être compliqué. Et ensuite, ben, c'est difficile, hein, tu vois. Marianne, enfin, on a une amie qui est exactement dans ce cas-là. Elle essaye tu vois, d'être dans la bienveillance au maximum. C'est pas toujours possible. Enfin, moi, il m'est arrivé de crier sur Rome parce que Oui. j'en pouvais plus, tu vois. On est humain, hein. Non. Mais on va dire que c'est l'intention générale qui compte, tu vois. C'est de comprendre que les éduquer avec bienveillance et sans crier au possible, sans les taper, tout ça, en fait, c'est leur offrir un cadeau parce que tu vois, des liens d'attachement forts et tendres et tout ça, c'est de la nourriture, en fait, pour leur croissance intérieure, quoi. Donc, il faut l'avoir en tête, il faut être convaincu de ce qu'on fait. Parfois, c'est dur. Moi-même, parfois, je me demande, pourtant, j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire sur le sujet, même scientifiquement et tout ça. Et en effet, je vois ma fille parfois qui me répond super mal. Et je me dis, mais est-ce que vraiment c'est la bonne chose à faire, tu vois? Et Mm. je le sais que c'est la bonne chose à faire, mais je me dis, enfin, tu vois, mais toi-même, tu es dans le doute, quoi. Mm. En effet, tu vois, tu vas dans un magasin et elle te dit, bah, papa, je veux ça. Et toi, tu lui dis, bah non, quoi, tu vois, je comprends que tu le veuilles, que ça te donne envie. Tu vois, ce que Isabelle Filiosa, elle raconte, en fait. Elle dit, dis ça, je comprends que ça te fasse envie. En plus, toi, tu es dans ton impulsion d'enfant de 2 ou 3 ans, donc t'as pas du tout les structures mentales qui te permettent de prendre de la distance et de te dire, ah bah, je l'aurai plus tard, ou je comprends qu'on puisse pas l'acheter. Enfin, l'enfant, il adore le chocolat, il passe devant un rayon de chocolat, il veut son chocolat, tu vois, c'est juste ça, quoi. Donc, pour quelqu'un tu vois, éducation années 60, 70, 80, en mode arrête de faire un caprice, limite avec une fessée, tu vois. Alors que moi, je vais plus m'accroupir auprès d'elle, oui, oui, je comprends. Bah, en fait, tu sens les regards des gens, tu vois, et tu te dis, putain, qu'est-ce qu'ils pensent, quoi? Ouais, c'est quoi ce papa qui a aucune autorité? Et bon, tu pourrais te dire, je m'en fous, tu vois, la plupart du temps, j'essaie de me dire, vas-y, je m'en fous, de toute façon, ils pensent ce qu'ils veulent, moi, je suis sûr de mon truc et tout. Bah, il n'empêche que c'est quand même pas toujours simple, quoi. Tu vois, tu es au milieu de plein de gens, tout le monde te regarde, toi, tu essaies t'en tenir à ta ligne de conduite, c'est-à-dire de ne pas élever le ton, d'aider l'enfant à poser des mots sur ce qu'il ressent, et puis en même temps d'être un peu ferme, parce que tu vois, c'est pas non plus nos limites, hein, l'éducation bienveillante, C'est quand c'est, même non, t'as quand même une partie du bah, il y magasin. a quand même un Parce que nom, il y a ouais. quand même, il y a une explication derrière, et voilà, mais je veux dire, le but, tu vois, c'est pas de taper son enfant et de dire, bah, on rentre à la maison, t'es un méchant, quoi, tu vois. C'est pas du tout ça. Donc, alors qu'il y a des gens certaines personnes s'attendraient à ce qu'on réagisse comme ça. Mm. Et du coup, bah, il faut avoir la conviction, la capacité intérieure à résister, quoi, et à se dire que notre choix, c'est le bon choix, que ce qu'on fait, on le fait pour notre enfant et pas pour les autres. Et puis voilà, quoi. Tu vois, c'est pas simple, hein. Mm. On peut douter soi-même. De Mm. toute façon, la parentalité, c'est un monde de doute, hein, tu vois, de Clairement. soi-même, de plein de trucs. C'est hyper dur hein, d'être parent. Donc, voilà. Mais après, quand on a lu des choses sur le sujet, quand on se rend compte que bah, notre enfant, il est quand même plutôt il est éveillé, tu vois, il est quand même lumineux, tu vois, il est poli, et tout ça sans vraiment forcer. Alors oui, elle fait des crises de colère, elle est dans des tempêtes émotionnelles, elle se jette par terre. Parfois, elle contrôle plus rien, tu vois. Mais je veux dire,
tous les enfants de cet âge passent par là. Et c'est plutôt le contraire qui est inquiétant. C'est quand un enfant, il est un peu amorphe, tu vois. Voilà, donc, bon, elle est pleine de vie. Elle a ses périodes un peu zinzin, tu vois, parce que c'est son âge. Et puis, bah, globalement, j'ai quand même l'impression d'éduquer une petite fille. Et puis, bah, un petit garçon, bon, il a 7 mois, donc pour l'instant, c'est pas... Voilà, mais en tout cas, Ambre, à l'école, ça se passe super bien, tu vois. Voilà, donc, bon, on fait ce qu'on peut, quoi, globalement. Je trouve que les moments d'échange, que ce soit bah, là, ce genre d'événement comme on est en train de le vivre, les cercles, les ateliers ou même les amis, quand ils sont dans le même mood que nous, permettent aussi de se dire bah, en fait, on est tous dans la même galère. Et ouais, bah, moi, mon fils, il fait pareil, il a 3 ans, bah, il est par terre. Et bah, on accompagne et pas se dire je suis tout seul dans mon coin et oh là là, cette éducation que j'ai commencé à donner, je suis en train de faire une cata, quoi. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est pas simple. Donc, comme tu disais, tu as eu un petit garçon il y a 7 mois. J'ai eu aussi une petite fille, moi, bah, il y a bientôt 1 an, puisqu'elle va avoir 1 an, donc j'en ai 2 d'enfants. Et je dis souvent, un enfant, ça change la vie, hein, parce que bah, il y a des horaires, bref. Mais un deuxième, ça change le rythme. Mm. Clairement, on prend quand même bien cher quand le deuxième arrive. Ouais, ouais. Est-ce que tu t'attendais à ça? Bah, comme le premier. Alors, c'est marrant parce que je m'attendais à certaines choses, parce que j'ai eu déjà un premier, donc tu vois, je sais changer une couche. Tu vois, les nuits, je m'attendais à avoir des nuits pourries, donc voilà. Après, je m'attendais pas à un rythme aussi intense, quoi. Mm. Tu vois, là, il est à la crèche, Ambre, elle est à l'école, les deux sont un peu distants l'un de l'autre, plus le boulot, enfin, tu vois, j'ai l'impression de... Bon, plus Papa Plume, tu vois, qui me prend un peu de temps aussi, mais j'ai quand même l'impression de pas beaucoup souffler, quoi. Mm. Pas du tout, même. Et finalement, non, mais avant, tu vois, quand on a qu'un, finalement, t'as un des deux parents qui s'en occupe, l'autre, il peut souffler, plus ou moins. Même si quand on a qu'un, t'as l'impression que tu souffles jamais. Moi, c'était ce qui était notre cas. Et en réalité, t'arrives quand même à trouver des moments. Quand on a deux, alors j'imagine pas les gens qui en ont plus, hein, 3, 4, 5 là, je sais pas comment ils font. Et quand on a deux, bah, tu as beaucoup moins d'opportunités parce que tu vois, c'est chacun s'occupe d'un enfant. Alors, moi, j'essaie de prendre les deux, tu vois, par exemple, j'emmène les deux au sport, Ambre sur mes épaules, soit sur la poussette, et ça permet à Marianne de se reposer un peu tranquille et tout, mais c'est enfin, c'est hyper intense, quoi. Surtout quand ils ont des âges rapprochés. Nous, ils ont moins de 3 ans d'écart, donc à 3 ans, un enfant, il est encore hyper demandeur, et c'est normal, il a des besoins, tu vois, forts, d'attention, le truc. Bah, à 7 mois, on n'en parle même pas. Donc, tu vois, quand je m'en occupe, quand je vais chercher les deux le soir et que je m'occupe des deux en attendant que Marianne revienne, bah, c'est sport, quoi. Tu vois, il faut que je nourrisse les deux. Alors, oh, bah, elle mange plus ou moins toute seule, mais bon, pour peu qu'elle veuille pas manger son truc, qu'elle me fasse un truc, ah papa, moi aussi je suis un bébé, aide-moi, faut que tu me nourris. Donc, Je vois tout à fait. Bah, J'ai le le truc, même. donc j'ai une cuillère dans la bouche de Swan, une cuillère dans la bouche d'Ambre. Après, j'adore, hein, franchement, j'adore. Mais en fait, t'es en éveil et en attention constante, quoi. Plus qu'avec un seul, je trouve. Et même si t'es déjà passé par là, donc tu connais, enfin, tu connais le truc, tu as la sensation de connaître, bah en vrai je trouve que c'est plus que 2 fois plus dur parce que parce que t'es fatigué, tu vois. En plus, nous, on sort, Ambre, elle a quand même fait ses nuits hyper tard. J'aime pas l'expression trop ses nuits, mais en tout cas, elle a fait des nuits complètes vraiment tard. On a eu une période après de répit un peu, assez courte. Marianne, après, est tombée enceinte, et puis après, tu vois, ça recommence, et finalement, là, c'est vrai qu'aller chercher les deux, tu vois, s'en occuper, être attentif. Et encore une fois, tout ça, c'est aussi parce qu'on est dans une démarche d'éducation bienveillante, donc qui est hyper exigeante. Et ouais, non, on est quand même bien claqué, quoi. Ouais, bah, je pense qu'on vit à peu près les mêmes choses, hein. Mon fils a 3 ans et demi, ma fille a 1 an. Et Voilà. là, en plus, je trouve que la période où Swan est un peu entre les deux, je pense, mais où les enfants commencent à acquérir l'envie de bouger, où tu peux pas trop les laisser dans la poussette et tout, Mm. c'est vraiment une période hyper épuisante parce que bah, elle ne marche pas encore, Ouais. mais elle veut bouger parce que bah, Mm. forcément, tu peux pas laisser dans son transat ou dans sa poussette ou au parc. Ouais. Et c'est une période où en fait, ouais, quand tu es tout seul, Bah, tu vois, ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est que le soir, je peux pas les laver ensemble encore. Parce qu'il est trop petit, il tient pas assis. Ouais, voilà. Donc, tu vois,
si je le mets dans le bain avec elle, il y a quand même un risque d'accident énorme parce elle est agitée, tu vois. Donc, ça, il faut que j'enlève l'un après l'autre. Donc, je commence par lui et après, je fais Ambre. Pour peu que Swan, il veuille pas être posé, qu'il veuille. Tu vois, je suis dans la salle de bain, bah, du coup, lui, je le mets en porte-bébé, elle, je la lave. Enfin, tu vois, c'est hyper sport, quoi. Ouais. En même Ouais. temps, moi, je kiffe, hein. Franchement, je sais que plus tard, ça va grave me manquer. Mais ouais, c'est sport, hein. Ouais, ouais, je vois tout à fait. Et donc, avec Marianne, au niveau organisation, si on peut prendre voilà, le cas, vous êtes l'exemple de deux cadres avec des carrières Mm. à peu près similaires, etc. Vous faites un tunnel sur deux le soir, c'est ça? Alors, Enfin, un tunnel sur deux. en fait, on a du. Tu vois, moi, je suis en télétravail le mardi, jeudi. Elle, le lundi, vendredi. Comme Swan est loin, qui a une grande pente euh, pour aller à la crèche, moi, je l'amène tous les matins à la crèche, que je sois en télétravail ou pas, parce que c'est plus ou moins le chemin de la gare, donc avec un petit détour, mais que je sois en télétravail ou en présentiel, je peux l'emmener. Ambre, je l'amène quand je suis en télétravail aussi, donc je fais les deux. Marianne s'occupe de Ambre quand elle n'est pas en télétravail. Le soir, bah, quand elle est en télétravail, moi je rentre tôt, on essaie de s'en occuper tous les deux. Moi, en fait, j'ai envie de m'en occuper au maximum. Enfin, tu vois, mon travail est moins loin que le sien. D'accord. Donc je rentre et j'arrive à sortir plus tôt. Donc quand elle est en télétravail et moi non, je rentre tôt et on s'en occupe tous les deux. Et quand elle est en présentiel, elle ne peut pas rentrer avant 19h30 parce qu'elle est vraiment très loin et parce qu'elle. Voilà, donc du coup, quand je suis en télétravail, je m'en occupe tout seul jusqu'à ce qu'elle rentre. Et le mercredi, on est en présentiel tous les deux. Ben, là, c'est un peu la survie, quoi. On rentre comme on peut. Et, voilà. Après, on a nos familles qui nous aident, mais j'ai ma maman qui est en train, qui fait qui est dans un protocole parce que. Enfin, bref, donc du coup, ils peuvent moins nous aider en ce moment. La mère de Marianne, qui habite en Belgique, donc elle vient un peu comme elle peut. Donc voilà, donc dès que nos familles peuvent nous aider, ils nous aident. Mais mercredi dernier, par exemple, personne ne pouvait aller chercher Ambre à l'école. Bah, aller chercher les deux avant 18h30, sachant qu'ils sont à une demi-heure, enfin 25 minutes de marche d'écart. C'est-à-dire qu'il faut que je parte. Si c'est moi, par exemple, il faut que je parte vraiment très tôt. Il faut qu'à 17h, je sois parti, quoi. Mm. Ce qui est tôt, hein. Enfin, ce qui est tôt en France pour un cadre. Oui, Tu vas c'est en pas tout Norvège en ou France. en Finlande, à 16h, ils sont tous barrés. Donc voilà, mais Ouais. Avant qu'on passe à cette partie congé paternité, travail, j'avais une dernière question. Est-ce que tu as ressenti en tant que papa cette ambivalence de devoir un peu laisser Ambre pour t'occuper de Swan hmm, et, et te dire, bah, Ambre est encore un bébé, enfin, même si voilà, à 3 ans, on commence à être un bambin, mais quand même à 3 ans, on hmm, est encore un bébé, hein, si on prend l'échelle de la vie. ouais. Et de dire, bah, Swan a des besoins, je suis obligée d'y répondre, mais Ambre en a aussi, et des fois être un peu, ah, Non, ça pour le coup, je ne l'ai pas trop ressenti parce que bah, déjà, en fait, objectivement, hein, pendant les premiers mois, Marianne s'est beaucoup plus occupée de Swan que moi. Parce qu'elle était en congé mat, parce qu'il était à l'été et parce que je m'occupais beaucoup d'Ambre. Donc, tu vois, je me suis toujours beaucoup occupé d'Ambre et globalement, ça a été notre truc aussi, hein, de nous dire, c'est pas parce qu'on a un deuxième enfant que le premier doit être mis de côté, tu vois. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis plus de temps, je pense, à nouer du lien avec mon fils. Euh, et maintenant, du coup, on a trouvé notre rythme. Tu vois, comme c'est moi qui l'emmène tous les jours à la crèche, comme je vais le chercher, on a nos petits rituels. Tu vois, c'est moi qui lui donne le bain. Tous les soirs, je donne le bain. Donc, maintenant, je suis en train de créer des vrais liens avec Swan. Mais c'est vrai que pendant les 3 4 premiers mois, Marianne s'en est quand même plus occupée que lui, bah, parce que notamment, on avait Ambre, quoi, et que du coup, Marianne avait moins de temps accordé à Ambre et que moi, je passais beaucoup plus de temps avec Ambre qu'elle, quoi. hmm. On s'est organisé comme ça. Et aujourd'hui, Swan est quand même un peu plus grand et finalement, elle participe à tout ça, quoi. Tu vois, le soir, quand on mange, je sais pas, il veut pas manger ou il est pas de bonne humeur, elle lui fait des grimaces, elle le fait rigoler. Donc, j'essaie vraiment qu'on avance tous ensemble, quoi. Hmm. Donc, Ouais, non, c'est je pense j'ai jamais eu la sensation de la mettre de côté, pour le coup. hmm. Ouais, c'est peut-être plus un sentiment maternel, puisque bah, comme tu dis, on a fait ce choix aussi, hein. Mm. Je me suis plus occupée de Ouais, notre fille quand elle est arrivée. Et donc, j'ai dû un petit peu laisser mon bébé. ouais. Et ça, j'avoue, en tout cas, en tant que maman, ça a été... Marianne l'a ressenti, elle me l'a dit, hein.
Ouais, donc ok. Donc, c'est Mm. plus maman qui... Bah ouais, tu vois, on s'est fait une sortie à Disney tous les deux avec Ambre parce que toi n'était pas bien, bah ça l'a rendu triste, tu vois, de se dire, bah, ils vont que tous les deux à Disney, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, je vois. Je vois tout à fait. Ouais, voilà. C'est assez dur parce que bah, c'est notre premier bébé en Bah plus. bien sûr, bien sûr. Mm. Et, euh, et il a besoin de nous. Bon, après, il est très bien avec son papa, il manque de rien. Et évidemment, il a manqué de rien comme Ambre, tu vois. Mm. Mais on a ce côté de ah, je dois le laisser pour ce petit être que je ne connais pas et avec lequel je suis en train de tisser un lien. Bah oui. Mais c'est pas toujours intuitif. Euh, Tu as été très engagée sur la partie congé paternité pour que ça augmente. Mm. Tu dis que le combat n'est pas terminé dans ton livre. Est-ce que tu peux un petit peu en parler de ce que tu as fait, ta vision de ce qu'il en est aujourd'hui? Bah alors, déjà oui, je me suis engagé pour son allongement parce que 11 jours plus 3 ça me paraissait complètement dingue. Tu vois, moi c'est ce que j'ai eu quand Ambre elle est née, j'ai réussi à compléter un peu avec des congés payés et avoir un peu plus au final, mais il n'empêche que je suis quand même retourné bosser au bout de 2 semaines avant de reprendre quelques jours un peu plus tard. Et enfin, ça m'a paru fou, quoi, tu vois. Et du coup, à la base, mon engagement, c'était par rapport à ce que moi j'avais vécu, tu vois, personnellement, et ce que j'avais ressenti, de me dire, c'est pas, en fait, t'es pas à ma place, quoi. Tu vois, j'étais pas à ma place au boulot alors que ma Ambre avait avec 2 semaines et ma reine venait d'accoucher. Enfin, tu vois, quand on sait à quel point, tu vois, ces premiers jours et ces premières semaines sont hyper importantes dans la création des liens d'attachement, dans le fait que bah, la maman, elle doit se reposer, tu vois. Comment tu veux qu'elle se repose avec un nourrisson, tu vois, ça c'est les mythes. Bah, de toute façon, un nourrisson, ça mange, se fait caca et ça dort, quoi. Bah non, en fait, elle avait même pas le temps de prendre une douche. Donc, ça me paraissait fou. C'est pour ça que j'ai fait ma première lettre ouverte, que j'avais publiée sur Facebook à l'époque et qui avait fait 4-5 millions de vues en quelques jours. Enfin, vraiment, j'avais halluciné du truc, quoi. Et après, à force de faire des médias, de la presse et tout ça, j'ai un peu structuré mon discours pour comprendre pourquoi, au-delà de mon petit cas personnel, un congé paternité, c'était important pour la société, quoi. Et en fait, c'est hyper important bah, pour le papa, évidemment, pour qu'il ait le temps, tu vois, d'enfiler son costume. Ça prend du temps, tu vois, de devenir papa. Et on n'est né pas papa comme ça, en claquement de doigts. On devient papa par l'investissement, par la répétition des gestes, par le fait d'être présent, tu vois. Et donc, si tu retournes bosser au bout de 2 semaines, c'est quand même un peu plus compliqué. C'est important pour la maman parce que elle sort d'un accouchement, elle est fatiguée, parce qu'un enfant, ça se fait à deux et ça s'accueille à deux. Et si on veut si on veut qu'elle puisse se reposer un minimum, bah, il faut que le papa il soit là. Tu vois, c'est pas elle de tout assumer, c'est pas elle de porter la charge mentale, c'est pas elle de faire tourner les machines. Enfin, tu vois, c'est un travail d'équipe, donc il faut que le papa il soit là. C'est important pour le bébé, euh, pour la création de ces liens d'attachement, parce qu'on sait très bien que une maman qui est fatiguée, c'est une maman qui est plus stressée, donc qui va sécréter du cortisol. Les bébés, c'est des éponges émotionnelles, donc ils vont sécréter du cortisol aussi. Donc le rôle du papa, c'est d'être là aussi, de faire en sorte que la maman soit moins stressée, moins fatiguée, que le bébé soit moins stressé et moins fatigué aussi du coup. Enfin bon, c'est un cercle vertueux tout ça. Et puis après, globalement, pour la société, parce que, je veux dire, ce petit congé paternité qui était quand même mieux que rien, mais c'était quand même très faible, c'est l'héritage de la société patriarcale, quoi. Et que aujourd'hui, les chiffres sont encore criants, c'est que 70% des tâches domestiques et familiales sont encore occupées par les mères, par les femmes. Une mère sur deux modifie son activité professionnelle après la naissance d'un enfant, un père sur 9 seulement. Enfin, tu vois, je les connais, les chiffres. Et du coup, tout ça, en fait, ça pénalise aussi les femmes dans leurs aspirations professionnelles. Le sous-investissement des pères dans la sphère personnelle pénalise les femmes dans leurs aspirations professionnelles. Et on le voit bien, tu vois, à l'embauche notamment, Mm. où un recruteur, il voit une jeune femme entre 25 et 35 ans arriver, il va se dire, oula, bon, tu vois, dans sa tête, même s'il pose pas la question, il va y penser. J'ai des amis qui étaient dans ce cas-là de changement de poste, autour de 30 ans, mariés, Mm. qui ont enlevé leur alliance pour les entretiens d'embauche, Ouais. en se disant, si en plus je suis mariée, Mm.
clairement, enfin, dans le schéma traditionnel français, Ouais. on se marie, on a un bébé, en tout cas quand on est... Ouais. Ouais. Et j'étais assez choquée parce que je porte une bague de fiançailles, donc pas une bague de mariage, mais ça m'est jamais venu à l'idée de me dire je vais l'enlever. Mm. Donc, je crois que, bon, que bah, c'est pas fait et que peut-être j'ai pas encore de copain et que peut-être le bébé il sera Ouais. encore plus loin, quoi. Et je Ouais. trouve Bah, ça tu vois. horrible cette image de se dire on doit cacher une part de nous qui est quand même la plus importante parce que c'est pas notre boulot hein, qui est le Ouais, plus bien sûr. important. Et tout Et ça pour dire que du coup, bah, si plus le congé paternité sera long et plus il se rapprochera du congé maternité, qui lui-même est trop faible à mon sens, plus on va remplacer ce risque maternité dans l'esprit des recruteurs par un risque parentalité. Et donc, du coup, les hommes et les femmes seront mis à la même niveau, quoi. Risque qui devrait être aboli complètement, tu vois. La parentalité ne devrait pas être vue comme un frein à la productivité ou comme un frein. Voilà, bon, tout ça, c'est un peu débile, mais en tout cas, aujourd'hui, cette charge-là pèse plus sur les femmes que sur les hommes, clairement. oui. Et Et donc, bah, aujourd'hui, où on en est, donc, bah, tu vois, on a 28 jours. Et moi, je vois bien autour de moi que on est quand même loin d'une société qui permet au père de le prendre facilement. ah oui, Moi, je l'ai pris facilement, tu vois, il y a pas de souci, mais il y a des sondages qui sortent, qui commencent à sortir un peu en ce moment, tu vois, où tu aurais 30% des pères qui ne le prendraient pas, notamment chez les CDD, tu vois, chez les professions libérales, chez les gens qui ont un peu moins d'expérience, tout ça. Donc, c'est compliqué à faire entrer dans les mœurs, hein. Pour moi, les recruteurs, enfin les managers et les ressources humaines, ils ne devraient pas simplement autoriser le père à prendre son congé, ils devraient même l'encourager, tu vois, parce que c'est un truc qui est hyper important pour lui, c'est important pour sa femme, et puis qu'est-ce que ça peut faire qu'il parte un mois, tu vois, l'entreprise ne va pas. Alors, c'est peut-être plus compliqué dans les PME, dans les petites entreprises, tu vois. En tout cas, dans les grandes, c'est pas parce qu'un père part un mois en congé paternité que la boîte va s'écrouler. Et j'ai plein d'histoires. Enfin, tu vois, moi, j'ai fait une école de commerce, donc tout mon cercle d'amis, c'est des gens, tu vois, qui bossent dans des grandes boîtes, qui ont des postes de plus en moins importants et tout ça. Le nombre d'histoires que j'entends, où on leur met la pression pour pas qu'ils le prennent à ce moment-là, ou pour pas qu'ils prennent leurs 28 jours, ou que on est encore vraiment loin du compte, quoi. qu'ils les prennent au mois d'août quand ça arrange tout le monde. Voilà, qu'ils prennent en compte quand j'arrange tout le monde, ou alors sans même pression de l'employeur ou quoi, à des pères qui se disent bah, que c'est pas fait pour eux, quoi. Mm. Tu vois? Un Ouais, peu à ouais. l'image du congé parental qui est pris à 97% par les femmes, Mm. qui est encore une autre histoire. Mais tout ça, ça vient de freins qu'on se met à nous-mêmes. C'est la grande histoire du patriarcat, tu vois, où finalement, en fait, tu vois, pendant des siècles, les hommes ont été mis et se sont mis à l'écart de la petite enfance. Enfin, tu vois, au Moyen Âge, par exemple, dans les familles, euh, dans les familles nobles, il était de coutume que les pères rencontrent pas leurs enfants avant leurs 7 ans, qui était l'âge de raison. Non mais, tu vois le truc. Tu vois, si tu remontes plus loin, je sais pas, à l'époque romaine, le pater familias, il avait droit de vie et de mort sur ses enfants. Enfin, tu vois, c'était un truc. Et quand il avait un fils, l'objectif du fils, c'était de travailler à la gloire du père. Donc, tu vois, enfin, on a toute cette histoire, révolution industrielle, tu vois, il y a même des arguments biologiques qui ont été inventés, hein, tu vois, en expliquant que les hommes avaient certaines qualités qui les poussaient vers l'extérieur, vers la conquête, vers tu vois, l'expansion vers la sphère, le capitalisme, enfin, tu vois, tout ce genre de choses, alors que la femme, de par ses qualités naturelles de générosité, d'empathie, était plus faite pour s'occuper des enfants. Donc, en fait, on vient de tout ça. Dans la révolution féministe, tu vois, des années 60-70, a, euh, a permis, avec plein de guillemets, parce qu'il y a encore plein de fins qui existent, mais en tout cas, elle a permis aux femmes de s'émanciper vers la sphère extérieure, vers l'entreprise, vers ce genre de... Et aujourd'hui, bah, les hommes font face au défi inverse de se réapproprier la sphère intime, la sphère du foyer. Et ce qui n'est pas évident, parce qu'encore une fois, t'es jeune cadre, tu as envie de partir à 17h30 pour aller chercher tes enfants, bah, faut traverser l'open space, il faut affronter les regards, tu vois. Mm. Ouais, et puis ils n'ont pas forcément eu de modèle, donc Ils n'ont pas forcément une modèle. Et puis après, alors, tu peux tomber dans l'autre dérive, qui est la dérive du dad blessing et du mom shaming, tu vois, c'est-à-dire,
on va mettre les pères qui s'investissent. Tout ça, de toute façon, c'est hyper paradoxal parce qu'à la fois, on va pas forcément attendre des pères qui s'investissent, notamment les managers de l'entreprise. On va dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est pas ton rôle. En même temps, dans la société, les pères qui s'investissent aujourd'hui sont plutôt mis sur un piédestal. Mm. Tu vas les féliciter pour faire des trucs que les mères font depuis toujours sans qu'on leur dise rien. Enfin, tout ça, c'est en même temps, tu vois, un père qui. Moi je me prends des trucs comme ça, tu vois, où quand je raconte ce que je fais, mais même pas pour me glorifier, simplement parce que j'aime bien raconter mes histoires de papa, tu vois, on va me dire, ah, ouais, ok, tu fais ça, c'est cool, mais t'as les mères, elles font ça, elles s'en vantent pas. Donc, à la fois, en fait, euh, on va nous dire de pas le montrer. En même temps, tu vois, quand on montre pas, enfin, tout ça, c'est hyper paradoxal, tu vois, il faut des rôles modèles. Mm. Si on se met en avant, on a des gens qui vont nous dire, ah bah c'est super, tu vois, il y a les papas d'aujourd'hui qui s'investissent, regardez, prenez exemple, machin, donc ça va dans le bon sens. En même temps, on va nous faire la critique de nous mettre en avant pour faire des trucs que les femmes font depuis toujours. Mm. Donc c'est une On ne sait position jamais sur quel pied danser. ouais, c'est des positions qui sont un peu compliquées, quoi. Mais bon. Après, la société nous renvoie aussi ça et n'aide pas à ce que ça avance, mais je pense que c'est grâce à toi, à nous, à tous ces gens qui font des pas sur le côté pour voir que en fait, c'est peut-être sympa Mm. autrement. Ouais. Moi, je vois un exemple. Dans les premiers mois de vie de ma fille, mon mari s'est arrêté un moment pour m'accompagner. Les jours où je me retrouvais seule avec les trois enfants, puisqu'on a un grand qui n'est pas mon fils, mais en tout cas, il est quand même là à la maison, Mm. il n'y avait pas grand monde pour m'aider. Les jours où mon mari se retrouvait seul parce que je commençais à reprendre mon activité Mm. doucement et tout, bizarrement, là, il avait beaucoup d'aide de la Ouais. belle-mère. Mm. En même temps, c'est pas, c'est pas plus Ouais. facile pour moi. Hein. C'est pas parce que j'ai 200 et que je l'allaite que Bah, c'est bien plus facile sûr. en fait. Bah, bien sûr. Il y a quand même ça, c'est vrai. Bah non, toi, t'es une femme, donc ça doit être inné et tu dois te débrouiller quoi. Ouais. Mm. Mais bon, Ouais, je comprends complètement ce que tu dis, hein. C'est j'ai vrai. pris l'avion avec mes deux enfants. Ouais. Elle avait 5 mois, elle était en porte-bébé, donc tu sais ce que c'est, hein, c'est lourd. Et puis je Ouais, suis bien un sûr. très gros bébé, donc elle faisait déjà Ouais. difficile. Mon fils de 3 ans, personne m'a aidé pour prendre ma valise et la mettre. Et puis mon mari part, il fait 1,90 m, il les Ouais. épaules comme ça, il porte ma Ouais. fille avec un doigt. Et Ouais. lui, on va dire, on peut prendre le petit, vous Ouais. aidez. Ouais. Mais Ouais, bien sûr, je tout comprends. à Ouais. faire, donc il faut Ouais. continuer. Mm. Même si on peut s'en prendre un peu de temps en temps, faut Mm. pas lâcher. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mm. Tu as parlé de la commission des 1000 jours dans ton livre, qui a notamment amené ce congé paternité. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Il y a des petites choses qui ont été mises en place, les maisons des 1000 jours, même si bon... Ouais, il y en a quoi? Il y a 3 maisons de mise-jour. Oui, oui, je ne sais pas vraiment ce que ça va amener. Il y a aussi des choses moins bien qui arrivent, notamment le nombre de professionnels de la petite enfance par rapport au ratio Mm. pro-bébé dans les crèches. Mm. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à un professionnel pour 8 bambins, donc 8 marcheurs, Mm. ou un professionnel pour 5 bébés. Je Mm. peux imaginer que c'est des quotas minimum. Il suffit qu'il y en ait un qui Ouais. soit malade, c'est dur. Ouais. Euh, Est-ce que toi, il y a d'autres choses qui, si tu devais dire des petites choses qui devraient être mises en place là, maintenant, tout de suite, tu ferais quoi? Si tu pouvais changer le monde, parce que tu en parles de elle a changé ma vie et je veux maintenant changer le monde, qu'est-ce que tu ferais là? Bah, tu vois, moi, un de mes chevaux de bataille, c'est quand même que les pères soient mieux, soient plus écoutés. Parce que moi, je l'ai vécu, tu vois, je pars toujours de mon expérience, je ne vais pas parler de trucs que je ne connais pas, tu vois, je ne vais pas mettre à la place des femmes ou parler en leur nom ou quoi, c'est pas du tout ma place. Tu vois, par contre, la paternité, euh, et j'ai beaucoup de papas qui m'écrivent là-dessus, c'est que, tu vois, dans le parcours médical notamment, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et puis pendant le postpartum, les hommes sont quand même pas mal mis de côté. Enfin, tu vois, tu vas à une échographie. Alors, moi, ça a été, elle me regardait quand même, puis elle s'intéressait un peu à moi, mais le nombre de papas qui me disent, mais elle m'a même pas regardé, elle m'a même pas adressé la parole, j'étais une plante, quoi. Euh, Ensuite, tu vois, à la maternité, parfois, t'as pas de lit, enfin, tu sens que t'es pas le bienvenu, tu vois, en fait. Et puis alors, après, pendant le post-naissance, là, t'es jeté dans le grand bain. Quand t'es une maman, déjà, oui. Et puis quand tu es un papa, y a rien en fait, tu vois, tu t'es complètement livré à toi-même. Donc du coup, tu vois, il y a un premier truc, et moi c'est ce que je vais faire avec Sonia Krief, tu vois,
ouais, dans son école, l'école du bien-être, je vais animer des formations à destination des professionnels de santé pour les sensibiliser, tu vois, c'est quoi un papa aujourd'hui, c'est quoi ses attentes, comment on peut réfléchir ensemble à mieux les accompagner. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu as un entretien post-naissance, tu vois, obligatoire. Euh, alors, et c'est marqué, j'ai lu partout, pour la mère essentiellement, mais en fait, il faut convier le papa, tu vois, à ce genre de truc, parce que tu as beaucoup de papas qui sont perdus après la naissance d'un enfant, tu vois, au même titre que la maman, parce que c'est un chamboulement qui est énorme. Donc voilà, créer peut-être plus de cercles. Il existe des cercles de parents, mais en faire un peu plus, tu vois. Euh, à la maternité, par exemple, souvent, les gens à la maternité, c'est des gens qui habitent quand même plus ou moins dans le même coin. Mm. Donc, tu vois, leur proposer, je sais pas, des groupes WhatsApp ou faire des groupes de rencontres. Ouais. Parce que si t'as pas d'amis dans ton entourage ou une sœur ou, je sais pas, une cousine qui avait un enfant, bah, tu vois, t'as pas de repère, t'as personne avec qui discuter de tes galères et tu sais pas si ce que tu fais, c'est bien ou pas. Alors, tu vois, encore sur les mères, tu vois, t'as WeMoms, t'as des trucs comme ça, ou t'as des groupes de discussion pour les pères, il y a vraiment rien, quoi. Et donc, ouais, créer un groupe WhatsApp ou tu vois, dans les maternités, tu pas, t'accouches en même temps, bah, tu te fais des cafés rencontres entre papa ou entre maman, tu vois, qui permettent de nouer quelques liens, tu t'échanges tes numéros et finalement, ça te permet de discuter Mm. les uns avec les autres, sans forcément faire appel à un professionnel de santé en plus après. Il y a des petits trucs comme ça. La maison des 1000 jours, bah, c'est pareil, c'est une super initiative, mais bon, voilà, faut vraiment les mettre. Enfin, faut le faire, quoi. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, les PMI, je suis pas sûr que tu aies beaucoup de papas qui aillent en PMI, hein, tu vois, clairement. je pense pas. Non, je pense pas non plus. Donc, ouais, il faut des lieux de rencontre, des lieux physiques ou des lieux virtuels, tu vois. À travers des... Tu vois, Marianne, elle est sur un... Parce elle a été un... Soit on lui suspectait un petit frein de langue et du coup, elle avait rencontré une chiropractrice qui était super. Et elle, en fait, elle avait créé un groupe WhatsApp pour jeunes mamans allaitantes. Et à chaque nouvelle patiente, elle lui proposait de venir dans ce groupe WhatsApp. Et du coup, là, bah, elle discute avec toutes les mamans allaitantes pour savoir, bah, vous, comment ça se passe. Bah, tu vois, imaginer un truc comme ça pour les papas ou pour les parents plus globalement. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Enfin, je ne vais pas changer le monde, mais le gros problème des parents aujourd'hui en France, je pense, qui est moins présent dans d'autres pays, parce que tu as des cercles de parole, parce que tu vois, par exemple, en Australie, j'avais lu que bah, dans le rapport des 1000 jours, je crois, où ils en parlaient de cette initiative australienne, même en Finlande, tu as des trucs comme ça, tu as des cercles de parents ou du même quartier, en fonction de la date de naissance de leur enfant, qui sont amenés à se rencontrer. Alors, je sais pas exactement qui organise ça. Est-ce que c'est... En fait, c'est les sages-femmes. Les sages-femmes qui, en fonction de voilà. leur zone géographique, elles prennent bah, les 5 6 parents qui ont Bah, tu vois, pourquoi de pas faire des trucs comme ça? Ce serait super. Alors, du coup, tu as des cercles de parents, tu vois, qui existent. Mais ça reste quand même assez enfin, c'est pas très répandu, quoi. Mm. Oui, j'en anime, mais j'ai pas 50 personnes à chaque fois par choix aussi. Mais c'est vrai que clairement, ça a beau être juste un cercle où on vient discuter, où Ça fait il du y a bien. pas, ça fait mais un bien Mm. de dingue. Enfin, je vois les mamans. Bon, je vais en faire bientôt des papas. Je pense que c'est une très bonne idée. J'ai calé la date, donc ça va se faire. Ça va Oui, se faire. d'ailleurs, tu m'en as parlé, il faut que Oui, mais ça va se faire. Enfin, je pense que les papas ont aussi besoin de leur espace, et même s'ils sont moins dans ce Ouais, ils vont quand même décalage. besoin. Ouais, ouais, mais Mais ça leur fera quand même beaucoup de bien. bah, bien sûr, évidemment. Mm. Moi, j'ai beaucoup de mamans, c'est pas du tout votre cas, qui sont dans cette démarche d'éducation un peu bah, qui change par rapport à nos modèles traditionnels. Mm. Mm. Et le papa est un un peu plus tradit, tu vois, en mode, mais Mm. là, il fait un caprice en fait. Ouais, ouais, ouais. Et je suis assez convaincue que si la maman est là à dire, mais non, regarde, il y a ça, il y a Catherine Guéguin, il y a Isabelle, Ouais. c'est potentiellement un source de conflit, alors que si c'est plutôt un professionnel qui a été formé, qui amène ce genre de lumière sur l'enfant, Mm. Mm. ça passerait. Ou un papa qui a vécu la même galère. Ou oui, ou comme toi, un papa qui a Tu vécu vois, la même c'est pour chose. ça que moi, j'ai pas mal de papas qui m'écrivent suite à la lecture de mon livre en me disant ah, merci, Mm. je me suis retrouvé dedans. Enfin, tu vois, ça m'a fait du bien. Bon, pour moi, c'est hyper valorisant de me dire ça parce que je suis juste parti de mon humble petite expérience, tu vois, juste pour raconter, tu vois, ce que j'avais vécu. Mais ouais, c'est pas simple, hein. Mm. C'est pas simple, c'est le mot de la fin, je pense, c'est de dire que c'est pas simple et que tous ensemble, on y arrivera à faire bouger les lignes de ce monde. C'est pas simple. C'est hyper drôle parce que ma Ambre, avant-hier, se réveille.
elle arrive comme ça, tu vois, tout ensommeillée avec ses doudous, ses tétines, ses cheveux complètement, tu vois, ébouriffés et tout. Et elle me regarde comme ça et elle me dit, c'est pas simple, hein. Premier mot de la journée. Ouais. Elle, j'ai eu un fou rire, quoi. Ah ouais. Je savais pas du tout à quoi elle faisait référence. Surtout qu'après, elle a embrayé, elle est partie en courant, en chantant et tout, mais genre, c'est pas simple. Je pense qu'elle a dû m'entendre le dire et Ils sont trop trop choux. mignon, quoi. Quand Ouais, ils trop reprennent chou. nos expressions. Moi, Ouais, j'aime c'est trop bien chou. souvent, c'est en fait, maman. En Ouais, fait. en fait, c'est trop mignon. C'est trop chaud. Bon, bah, en tout cas, merci Alexandre. J'espère à très vite. Et puis merci pour ton temps. J'espère que ça éclairera des parents. Et je te souhaite une très belle après-midi ensoleillée parce qu'il fait très beau ici. Merci beaucoup, Lucille. Merci. À bientôt, Alexandre. Bye Au bye. revoir.